My lucky number is 13. Bonjour et bienvenue dans 13, le podcast en français consacré à Taylor Swift. Mettez votre chapeau de cow-boy, sortez vos bracelets et suivez-nous dans l'incroyable univers de Taylor. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de 13. Bonjour Natacha. Bonjour Norine, comment vas-tu? Ça va et toi? Ouais, super. Aujourd'hui, nous allons nous lancer dans un épisode un peu nouveau, un peu spécial. On va essayer de travailler sur un thème qu'on a choisi à travers toute la discographie de Taylor. C'est un thème qui revient régulièrement et on a trouvé que c'était intéressant d'analyser la relation de Taylor avec la célébrité qu'elle a très tôt abordée dans sa carrière dès l'album de Red, qui est son 4e album. Ouais, exactement. Alors on va commencer par analyser une chanson notamment de Red. Alors il faut bien être clair sur le fait que dans cet épisode, on va vraiment aborder la relation à la célébrité et pas la relation aux médias. C'est très lié, mais il y aurait énormément de choses à dire aussi sur la relation aux médias, donc ce sera très certainement le sujet d'un autre épisode. Mais on aurait fait un podcast bien trop long si on avait mixé les deux. Ça sera peut-être un deuxième épisode. Si le sujet vous plaît et vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire et on creusera la question de la relation aux médias. Mais dans un premier temps, la relation à la célébrité, elle est d'abord abordée par Taylor dans son album Red, comme tu l'as dit, qui est sorti en 2012, avec une chanson qui s'appelait The Lucky One. On en a parlé dans notre tout premier épisode de cette chanson, puisque c'était la 13e chanson de l'album Red, et c'est une chanson dans laquelle elle répète 13 fois le mot lucky. Donc clairement, il y avait des intentions vis-à-vis de cette chanson. Est-ce que c'était un caméo de Britney Spears? Je ne pense pas. Aparté terminé. D'ailleurs, c'est une chanson en fait où elle a jamais dit explicitement à propos de qui elle était, mais c'est une chanson qui parle d'une personnalité publique qui a su disparaître avant d'être oubliée par le public. Et c'est un sujet en fait qui était une vraie peur de Taylor Swift parce qu'elle sentait qu'il fallait sans cesse qu'elle se renouvelle dans son art, dans les genres qu'elle explorait musicalement, et elle avait très peur d'être oubliée et que le public passe très vite à quelqu'un d'autre ou à autre chose ou à une nouvelle tendance. Bon, ça va être le fil rouge de tout l'épisode. Exactement. Alors, il y a quand même des suppositions à propos de cette chanson qui pourraient être à propos d'une artiste qui s'appelle Kim Wilde, qui était en fait une chanteuse britannique qui a été très célèbre pendant les années 80 et qui, en fait, à un moment donné, a délaissé sa carrière pour se consacrer à l'horticulture. Et donc, il y a une phrase de la chanson The Lucky One où elle fait un jeu de mots entre le Rose Garden, donc le jardin de roses, et Madison Square, puisque c'est Madison Square Garden. Et où, du coup, c'est ça qui donne l'indice que ça pourrait être à propos de Kim Wilde. Il y a aussi des rumeurs qui disent que ça pourrait être à propos de Joni Mitchell, qui était une chanteuse canadienne qui était plutôt célèbre à la fin des années 60, années 70. Mais personnellement, je vois moins le lien. En tout cas, je vois moins d'indices dans la chanson qui feraient que ça pourrait être à propos de Joni Mitchell. En toute transparence, c'est une chanson que je connais assez peu de Lucky One. Je l'ai très peu écoutée. Moi, c'est une chanson que j'aime bien. Le refrain est vraiment apparemment samplé d'une chanson de Kim Wilde, donc c'est ce qui pourrait aussi venir conforter la rumeur que ce serait à propos d'elle. Et donc c'est une chanson dans laquelle Taylor explique que on a pris une nana, qu'on a rendue célèbre, qu'on a formatée pour la rendre célèbre, un peu à la Marilyn Monroe, et qui finalement n'a pas pu tenir la pression qu'on lui mettait dans le cadre de sa carrière, qui a finalement choisi de disparaître. Et en fait, à la fin de la chanson, Taylor, elle dit qu'elle comprend en fait ce choix-là et que peut-être c'était finalement le plus sage de partir avant d'être oubliée. C'est marrant qu'elle ait choisi de disparaître. Ouais. Alors, c'est la version officielle. Je connais pas suffisamment cet artiste pour savoir s'il y avait quelque chose d'autre derrière. En tout cas, on sait par contre que l'horticulture, c'était vraiment une passion qu'elle avait, Kim Wilde, et qu'elle a même participé, je crois, à la greffe du plus gros arbre du monde, un truc comme ça. Donc, voilà. Chacun ses hobbies, hein, qu'est-ce que je te dise. Mais en tout cas, voilà, on sait que c'était une passion qu'elle avait en dehors de sa carrière et finalement, elle a fait le choix de se retirer. Et dans la chanson, Taylor dit que finalement, elle comprend pourquoi, parce que c'est quand même un monde assez redoutable que le monde de la célébrité. Moi, cette chanson, elle me fait aussi beaucoup penser, je sais pas si tu as lu le livre Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Je suis en train de le lire, incroyable que tu me dises. C'est vrai. De Taylor Jenkins Reid. Ouais. En fait, j'ai trouvé beaucoup de vibes de The Lucky One dans ce livre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on est en train de se faire un easter egg toute seule dans ce livre donc de Taylor Jenkins. Je vais en parler plus tard parce que c'est elle qui a écrit aussi Daisy Jones and the Six. Ouais, excellent. Et qui est inspirée par Stevie Nicks. Oui, par Fleetwood Mac, exactement. Ah, énorme. On s'était pas concerté avant, c'est très drôle.
Mais voilà, en tout cas, moi, quand j'ai lu ce livre, j'ai trouvé beaucoup de vibes de la chanson The Lucky One et de Nothing New, dont tu vas nous parler, je crois. Donc ensuite, plus récemment, on a une très belle chanson dans les Vault Tracks de Red. Alors, les Vault Tracks de Red étaient particulièrement bien fournis. Mais celle-ci, c'est un petit bijou à analyser. Moi, c'est une de mes chansons préférées de Taylor. Et c'est intéressant de voir que rétrospectivement, Taylor, elle avait écrit cette chanson, mais elle avait choisi de pas la mettre sur l'album. Peut-être qu'elle avait estimé que son audience n'était pas encore prête à échanger sur ce sujet, même si elle avait déjà touché du doigt avec The Lucky One, justement. Et moi, je trouve que c'est un vrai cadeau qu'elle nous a fait avec cette chanson, parce que en nous l'offrant justement a posteriori, on comprend bien que ce thème sur la célébrité, il est présent dans sa tête, très très présent depuis un moment. Effectivement, c'est une chanson qui aborde le thème du double discours et du sexisme dans l'industrie musicale pour les jeunes femmes. Comme quoi, il faut sortir pour profiter de la vie, mais attention à pas tomber dans le si j'en profite trop, je vais être critiqué de manquer de sérieux, de pas être fiable. Et c'est un discours dans lequel on peut se retrouver aussi en tant que femme, sans être célèbre de toute façon. Puisqu'en fait, on est soit une sainte, soit une pouffe, et en fait, la barrière, elle est très, 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 très légère entre les deux. On peut pas dire pouffe, non? Soit une sainte, soit quoi. Oui, une pouffe, c'est très bien. Voilà. On a beaucoup de références à la jeunesse aussi, 17, 18, 22 ans. Donc, c'est un petit easter egg 22 de son album Red. On remet aussi beaucoup en cause le fait qu'elle soit jeune parce que elle est jeune, elle est géniale, elle apporte beaucoup de fraîcheur, mais aussi elle est jeune et donc elle sait rien de la vie en fait. Elle ferait mieux de pas trop donner son opinion sur les choses. Ce qui était, je crois, un peu le cas de Taylor à l'époque dans les médias. Elle tenait pas trop son avis, elle disait juste je suis juste là pour faire de la musique. Un autre thème, c'est le fait qu'elle doit trouver à chaque fois de la nouveauté, donc c'est ce que tu disais, pour être meilleure, pour se renouveler. Et ça rejoint ce qu'on retrouve dans le documentaire Miss Americana qui est toujours dispo sur Netflix, on en a déjà parlé, où elle n'avait pas été nommée aux Grammys pour Rep et elle dit cette phrase, il faut que je fasse un nouvel album, il faut que je montre que je suis encore meilleure que ça. Voilà, en fait, on retrouve tous ces sujets-là dans les couplets qui sont chantés par Phoebe Bridgers. Voilà, c'est la fin de la jeunesse et de la naïveté. Donc, comment garder votre attention? Comment essayer d'être là encore pour vous demain? Et c'est assez difficile parce que en fait, on comprend que elle continue à grandir et donc qui dit grandir dit faire sa vie, faire ses expériences. Mais comment grandir sans perdre pied? Parce qu'en fait, ce sont des personnes Taylor et Phoebe qui sont constamment jugées, épiées par l'opinion publique. Et c'est assez difficile parce que quand on a 22 ans, on fait des erreurs comme tout le monde. Mais on n'a pas forcément envie d'être épié par la terre entière. Voilà, c'est comment réussir à grandir sans forcément complètement se perdre. Et je trouve qu'aussi, il y a le dernier couplet qui est très, très intéressant où elle reprend ce sujet que tu as déjà abordé, confie que ses craintes sur les jeunes futures femmes qui vont rentrer dans l'industrie musicale, qu'elles auront tout appris d'elle parce qu'elle a ouvert la voie, et ce qui est vrai dans de nombreux cas. Et donc, elle dit dans ses phrases, Taylor, je dirais que je suis heureuse pour elle et je m'endormirai en pleurant. Et ouais, je trouve que cette phrase, elle est très, très émouvante parce qu'on sent que c'est un sujet qui lui fait vraiment peur intimement, quoi. C'est vraiment une chanson que j'adore. Ouais, moi aussi, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que, comme tu dis, c'est un sujet qu'elle aborde de deux manières dans Miss Americana. Vraiment, si vous n'avez pas vu ce documentaire, on vous encourage à le regarder. Il est vraiment chouette. D'une part, elle fait le parallèle entre les artistes masculins et les artistes féminines qui n'ont pas besoin de se réinventer. Enfin, les hommes n'ont pas besoin de se réinventer autant que les femmes pour rester dans le coup, pour rester populaires. Alors que les artistes femmes sont en fait une espèce d'objet de consommation, finalement, où on consomme et quand on en a marre, on jette. Et surtout, Taylor, elle parle bien dans ce documentaire du fait que, en plus, elle a toujours grandi avec ce besoin de validation. Ouais. Ce qui doit pas être facile dans la vie pour avancer. Non, déjà, d'une part, je pense que quand on n'est pas célèbre, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Mais quand, en plus, ton métier, ton gagne-pain, le fait de gagner de l'argent dépend de l'approbation des autres, en fait, tu es sans cesse en train de te remettre en question, quoi. Je trouve, en plus de ça, c'est que elle parle d'elle et de sa relation à l'industrie musicale, mais ça peut être transposé à n'importe quelle femme, en fait. On vous m'aimerait encore quand je serai plus jeune et nouvelle et pimpante et que je serai une femme de 50 ans, de tout ce qui est plus normal. On peut se connecter à cette chanson à plein de niveaux et je trouve que c'est encore la beauté de son écriture. Ouais, complètement. Effectivement, elle a déjà dit à plusieurs reprises que, en gros, passé 30 ans dans l'industrie musicale, on est un dinosaure, quoi. Et donc, aujourd'hui, elle s'estime déjà très heureuse de continuer à briller sur scène et
on peut dire qu'elle brille beaucoup. En fait, elle s'en estime déjà très heureuse parce que c'est pas le cas de beaucoup de stars dans la pop notamment. Oui, oui, il y a forcément un moment où elles sont toutes un peu en haut, et puis elles remontent, et puis elles redescendent, et puis elles remontent un peu, puis parfois elles redescendent très bas. J'ai des exemples en tête que je vais pas citer parce que j'ai pas envie de pourrir, mais aujourd'hui, la carrière de Taylor, elle a quand même une trajectoire qui est unique, qui est assez intéressante à regarder. Ouais, complètement. Et pour moi, c'est aussi lié au fait que, et Taylor Swift le dit très souvent, c'est lié au fait qu'en fait, dans cette industrie, et pas que dans cette industrie d'ailleurs, mais elle parle de ce qu'elle connaît, on a tendance à mettre les femmes en compétition, en fait, à les mettre les unes contre les autres, et tu vois, toujours les comparer les unes aux autres, et on y reviendra dans une prochaine chanson dont on va parler dans quelques minutes, mais il y a vraiment cette notion de toujours te comparer à une autre, mais un peu en dénigrant l'autre. Il y a toujours cette espèce de compétition malsaine entre les femmes, qui est quand même, je pense, beaucoup moins présente chez les artistes masculins. Bah, la transition est toute faite du coup. La troisième chanson qu'on a trouvée pour alimenter ce thème, c'est Clara Bow sur le dernier album The Torture Poets Department. Ouais, exactement. Effectivement, la transition était plutôt toute faite puisque Clara Bow, donc comme tu l'as dit, c'est une chanson qui est sortie tout récemment en avril 2024 sur le dernier album, qui était la dernière chanson de l'album d'ailleurs, si je ne me trompe pas, en tout cas de l'album Officiel. officiel, puisque il s'est avéré que Sans c'était lui. un double album, mais en tout cas, c'est la dernière chanson de l'album officiel. Et c'est assez rigolo d'ailleurs, puisque cette chanson, je vais rentrer dans le détail tout de suite, mais quand elle l'a déjà chantée en live pendant un concert de l'Eras Tour, et en fait, elle l'avait faite en mash-up avec The Lucky One. Voilà. Donc, on voit bien que ce sont des chansons qui se répondent. C'était à Dublin, et elle l'avait aussi chantée en mash-up avec Mirror Ball à Varsovie. Elle a parlé pas mal de cette chanson en disant qu'elle avait choisi de mentionner dans cette chanson Clara Bow, donc, qui est le titre de la chanson. Mais dans la chanson, elle mentionne également Stevie Nicks. Et elle a dit qu'elle avait choisi ces deux femmes puisqu'elles ont été un peu des pionnières, des références dans l'industrie du divertissement de manière générale. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait, Clara Bow, c'était une actrice dans les années 1920. C'était un peu une star du cinéma muet dans les années 20 aux États-Unis. Elle est officiellement qualifiée de première hit girl. Donc oui, effectivement, Clara Bow, c'était en effet la première hit girl. Et il y en a eu d'autres par la suite, notamment Jackie Kennedy et un peu plus récemment Kate Moss, qui ont été qualifiées de hit girl. Assez ironiquement, Kim Kardashian a été qualifiée de hit girl. Pas drôle. Et Taylor Swift elle-même a été qualifiée de hit girl, sauf que au fil du temps, le terme de hit girl est devenu un peu péjoratif, puisque ça a été au départ un terme qui devait désigner une nana qui avait ce petit truc en plus, elle l'a, quoi, tu vois. Ouais. C'est quelque chose en plus qui fait qu'elle a du charisme. Mais finalement, c'est devenu un peu dépréciatif, un peu sexiste, parce que c'est cette nana qui a ce petit truc en plus, mais bien souvent physiquement. Ouais, Clara Bow, elle a commencé sa carrière, elle avait 16 ans dans le cinéma muet, et c'est devenu une sex symbole dans les années 20, avec une carrière à ascension fulgurante, et des paparazzis qui se sont enrichis en offrant des clichés d'elle sur ces histoires de sa vie privée. Et malheureusement, comme toutes les jeunes filles de son âge seules devant la célébrité à ce moment-là, elle a dû apprendre à gérer ça toute seule. Très très vite, ça a été difficile à gérer tout ce stress, toute cette angoisse. Elle a commencé à prendre des médicaments pour se calmer parce qu'en fait, c'était trop difficile pour elle. Et puis finalement, elle décide d'arrêter sa carrière. Elle avait 28 ans et elle est partie vivre une vie de personne lambda au fin fond de la pampa. Mais elle est restée avec des gros problèmes sentimentaux toute sa vie. Ils lui auront valu des quelques séjours en clinique pour l'aider à se réparer. Ouais, exactement. Et en fait, à plusieurs reprises, il a été dit que Taylor Swift avait parfois des airs de Clara Bow physiquement. Notamment, il y a eu pas mal de parallèles qui ont été faits avec le clip de Lavender Haze, où il y a pas mal de poses qu'elle prend, où effectivement, il y a une ressemblance avec Clara Bow. Et d'ailleurs, elle n'est pas déguisée en Clara Bow dans le clip de Fortnite. Elle a tous ses sourcils qui sont un peu épilés, comme à l'époque, il le faisait vachement. Tout est tourné en noir et blanc. Ah, j'avais pas fait ce rapprochement, mais peut-être. Peut-être que finalement, il y a un parallèle là-dessus. Ouais, ça vient de me percuter, mais j'ai un peu l'impression qu'elle était entre guillemets déguisée en Clara Bow. Justement, en plus, elle est dans un hôpital psychiatrique, etc. Bon, l'hôpital psychiatrique, c'est quelque chose qu'on va retrouver le long de l'album, mais ok. Bah peut-être, tu vois. On brainstorm sur le tas. Exactement. Et en plus, effectivement, Clara Bow, c'est quelqu'un qui, du coup, a souffert d'énormément de rumeurs, énormément de scandales qui, en plus, les 3 quarts du temps étaient faux et qui concernaient sa vie privée. Et donc, évidemment, c'est pas sans rappeler
la façon dont Taylor Swift a parfois été traitée, notamment sur sa vie sentimentale. Ouais. Et en fait, cette chanson, elle est écrite sous la forme de quelqu'un qui parle à Taylor Swift en lui disant « Tu ressembles à Clara Bow ». Et en fait, ça vient critiquer ce que je disais tout à l'heure, ce fait que on vient toujours te dire, sous le déguisement d'un compliment, « Tu ressembles à telle personne », mais toujours en dénigrant un peu cette personne en question, en te disant « Tiens, tu ressembles à telle personne, tu ressembles à Clara Bow ». Mais t'as ça en plus, ou t'as ça en moins qu'elle avait et qu'elle aurait pas dû avoir. En tout cas, c'est toujours fait sous couvert d'un faux compliment, mais Ouais, qui en fait vient mettre un petit kick à la personne dont on parle. c'est ça. En fait, quand l'album est sorti, tu sais, ils avaient fait des voice memos sur Amazon Music ou je sais plus quelle autre plateforme. Et elle avait dit, je lis, hein, quand j'étais petite, je m'asseyais dans des maisons de disques pour essayer d'obtenir un contrat. Il me disait, vous savez, vous nous rappelez. Puis il nommait une artiste avant d'ajouter quelque chose de désobligeant à son sujet, suivi de, mais vous êtes beaucoup mieux, vous êtes meilleur en tel ou tel domaine. Et c'est ainsi qu'on apprend aux femmes à savoir que vous êtes la remplaçante d'une autre qui avait pourtant accompli de grandes choses devant elle. Voilà, bah exactement, t'as tout dit. Moi, je n'avais pas vu ça comme un dialogue avec Taylor, mais je voyais ça comme un dialogue effectivement, parce qu'on voit bien, en plus, si on regarde les paroles, il y a bien des guillemets, etc. Mhm. Mais je voyais ça plutôt entre une jeune artiste à qui on parle et une personne de pouvoir dans l'industrie musicale, mais pas forcément avec Taylor. Parce Ah qu'en oui, plus, alors que tu vois, moi, les 2 premières parties, je les ai vraiment perçues comme quelqu'un qui dirait ça à Taylor Swift. Et cette troisième partie, à la ouais, toute fin, où elle dit You look like Taylor Swift, ouais, ça exactement. serait plutôt quelque chose qu'elle a entendu dire, qu'elle a entendu que quelqu'un aurait dit à une autre artiste, quoi. Mm. Ou elle Puisque oui, imagine, tu vois, cette jeune artiste qui serait justement face à ces personnes de pouvoir dans l'industrie musicale. Ah, mais vous ressemblez à Taylor Swift, mais vous avez quelque chose de plus qu'elle. Vous avez du exactement. chien ou quelque chose comme ça. Mm, mm. Et Mm. donc dans cette chanson, elle fait ce parallèle donc avec Clara Bow, mais elle a également un couplet sur Stevie Nicks. Donc on l'a dit, c'était la chanteuse du groupe Fleetwood Mac, donc qui a inspiré le livre Daisy Jones and the Six. Lisez-le, Si il vous est ne l'avez génial. pas vu, si vous ne l'avez pas lu, extraordinaire. Je crois qu'il y a aussi une série qui a été faite, mais Oui, perso, je l'ai pas la regardée. série est très bien aussi. Et la bande son est géniale aussi. Je l'ai pas regardé perso, mais en tout cas, j'avais adoré le livre. Et Stevie Nicks, c'est quelqu'un qui a eu une énorme influence sur les gros noms de la chanson. Je pense Mm. que quasiment tous les chanteurs d'aujourd'hui la citent comme étant une référence, comme étant une influence. Adele, Harry Styles, Kelly Clarkson, tout le monde la cite comme étant une référence, une influence dans leur carrière. Mm. Donc Fleetwood Mac, ils ont eu un énorme succès dans les années 70. Puis elle a continué, elle, sa carrière en solo. Sauf qu'elle avait des gros problèmes d'addiction à la drogue. Donc elle est partie en cure de désintox. Et le groupe a été rappelé pour faire un concert en politique en 84. Et à ce moment-là, quand Stevie Nicks elle est revenue sur scène, elle a été énormément critiquée pour sa prise de poids et l'image d'elle qui avait bien sûr été flétrie. Et donc, du coup, ça a affecté forcément son estime d'elle-même et elle voulait plus remonter sur scène tant qu'elle n'aurait pas retrouvé sa ligne d'antan. Et on retrouve là un sujet important, en fait, c'est que les femmes, elles doivent garder un certain standard de beauté pour être toujours adulées du public. Et d'ailleurs, Taylor, après, elle dit la beauté est une bête qui rugit à 4 pattes et qui en demande toujours plus quand l'éclat de la jeunesse commence à vaciller. Bon, bah voilà, on est tous là, hein. On est tous là. C'est ça. À partir de 25 ans, de toute façon, on est trop vieille pour Léo DiCaprio. Donc, Exactement. Bah, c'est toujours ce sujet de la peur de vieillir, d'être oublié et d'être remplacé par une plus jeune. exactement. Il y a un petit easter egg quand même pour moi dans cette chanson. Peut-être que je vais chercher trop loin, mais on verra. Vas-y. Clara Bow, alors certes c'était une icône, certes c'était une pionnière. De ce statut de pionnière, elle a eu une étoile sur Hollywood Boulevard Ouais. à Los Angeles. Est-ce que tu sais, Natacha, où se situe cette Ah, étoile? j'ai vu. C'est le croisement de Sunset and Wine. Elle est au croisement de Sunset Boulevard et Vine Street. Et donc c'est un croisement Sunset and Vine, pour ceux qui connaissent, qui est mentionné dans la chanson Gorgeous dans Reputation. On adore. Voilà, je trouvais ça rigolo qu'il y ait ce petit clin d'œil. Je ne sais Non, pas si c'est c'était vrai. fait exprès, mais c'est quand même une belle coïncidence. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais des fois, je me pose la question parce que elle est quand même sacrément forte, cette dame, pour nous Cette faire dame. pour nous mettre des petits trucs comme ça où on était là en mode ça peut pas être une coïncidence. À la fin, ce qui se passe, c'est que bah du coup, moi j'avais interprété le dernier couplet comme on parle à toutes les jeunes artistes qui viendront après Taylor, qui ont ce petit truc en plus qu'elle, elle n'a jamais eu, et ce seront elles, les nouvelles déesses qui vont être admirées, adulées à la place d'elle, et bah leur futur est brillant. Ouais, exactement. Donc ça, c'était vraiment les 3 chansons qu'on avait trouvées qui étaient les plus parlantes et les plus clairement au sujet du rapport à la célébrité. Mais c'est quand même un thème qui revient très fréquemment dans sa discographie. On ne va
pas tout citer parce que ce serait un épisode de podcast beaucoup trop long, mais on avait quand même envie de vous parler de quelques autres petites choses, que ce soit des chansons ou pas d'ailleurs, mais d'autres moments dans la carrière de Taylor qui font référence au rapport qu'elle a avec la célébrité. Mention spéciale pour The Archer sur l'album Lover, qui est une introspection sur les luttes émotionnelles qui sont liées à sa célébrité et la peur de la solitude. Et aussi sur l'impact de sa célébrité sur la santé mentale. Bon bah voilà, c'est des thèmes qu'on a bien évoqués aujourd'hui. Je veux faire un petit point bonus pour Travis qui tenait ce petit papier en Argentine. We will stay. Je crois que ça a rempli son petit cœur de joie. Oh, il était mignon. Il est trop chou. Ouais, mention spéciale aussi pour des chansons comme Peace ou Mirror Ball qui sont sur l'album Folklore, qui parlent clairement du fait que si tu es dans la vie de Taylor Swift, tu auras forcément des répercussions par ricochet et auxquelles elle ne peut rien faire parce que il y aura toujours un paparazzi pour la suivre, il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose sur elle, sur son corps, sur les personnes avec qui elle traîne, il y aura toujours quelqu'un pour croire que parce qu'elle marche dans la rue avec un homme, elle est en train de le draguer. Donc ça, c'est des chansons qui parlent de ça. Je pense qu'il faut quand même aussi rappeler que Taylor Swift, elle a été absente de la scène publique pendant presque un an, en gros entre mi-2016 et mi-2017, si je fais une coupe à la louche. Coupe franche. Voilà. Ça correspond à peu près à l'après la sortie de la chanson Famous de Kanye West. D'où le titre de l'épisode. Exactement. C'était pour être sarcastique. Et en fait, quand elle est revenue ensuite sur le devant de la scène avec l'annonce de la sortie de l'album Reputation, cet album est venu avec des magazines en édition limitée qui étaient uniquement disponibles chez Target aux États-Unis. On en trouve quelques-uns de seconde main, on en trouve quelques-uns sur Vinted en France. J'ai la chance d'en avoir un sur les deux. Il en existe deux, mais si quelqu'un a le deuxième, je suis preneuse. Mais en tout cas, elle avait sorti un poème dans ses magazines qui s'appelait Why She Disappeared, donc pourquoi elle a disparu, et qui explique un peu pourquoi elle a disparu. Merci Captain Obvious. Et en fait, c'était aussi un poème qu'on pouvait entendre si vous avez déjà visionné le Reputation Tour qui était auparavant sur Netflix, qui malheureusement n'y est plus. Si quelqu'un de chez Netflix passe par là, on veut le Reputation Tour. On vous fait suffisamment de pub là, pour rien du tout. Ça fait 4 fois qu'on parle de Netflix dans l'épisode. Mais en tout cas, le poème était récité en voix off pendant le Reputation Tour, pendant une interlude qui était juste avant Getaway Car. Ah, génial. Et donc c'est un poème qui explique en fait qu'à un moment donné, elle s'est cassé la figure, que c'était trop pour elle, qu'elle a disparu parce qu'elle pensait que c'était ce que les gens voulaient d'elle. Et finalement, elle a décidé de revenir plus forte et de faire de ses blessures une force et pas une faiblesse. Ça faisait très 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 longtemps que Taylor Swift n'avait pas écrit de poésie au moment où elle a sorti ce poème. Elle a jamais publié de poésie, mais elle en a toujours beaucoup écrit. Et d'ailleurs, elle a toujours dit pas encore. Elle a toujours dit qu'en fait, écrire de la poésie, c'était presque comme écrire des chansons. Et d'ailleurs, dans le dernier album, on voit bien que la limite entre chanson et poème est très fine. Mais en tout cas, voilà, c'était un poème qui était dispo dans ces magazines, qui a été diffusé pendant le Reputation Tour. Je pense que vous pouvez très facilement retrouver des vidéos sur Internet. On vous le mettra sur Instagram. Pour info, la dernière fois qu'elle avait sorti de la poésie avant ça, c'était lorsqu'elle avait gagné un concours quand elle avait 10 ans. Un concours national de poésie avec un poème qui s'appelait Les monstres dans mon placard. Oula. Alors, on n'a pas retrouvé d'easter eggs dans ce poème. Je pense qu'à l'époque, il n'était pas encore question de ça. Mais en tout cas, c'était quand même un concours de niveau national qu'elle avait gagné aux États-Unis à l'âge de 10 ans. Donc, la célébrité n'était déjà pas loin. Et dernière mention spéciale, je terminerai là-dessus, pour Anti-Hero sur Midnight, dans laquelle elle parle de beaucoup de choses, elle fait une liste de toutes ses angoisses, et surtout, elle parle du sentiment d'être trop grande, trop importante par rapport aux gens normaux. Peut-être d'avoir ce sentiment d'être comme un monstre, mise de côté, critiqué, montré du doigt, mais aussi surtout de sa peur que tout s'arrête et que ses fans la quittent pour peut-être une autre célébrité, et que du coup, le sens de sa vie s'arrête aussi, puisqu'en fait, le sens de sa vie à elle, en tout cas, c'est ce qu'elle nous dit dans cette chanson, c'est de faire de la musique et de se produire un spectacle. Oui, et d'ailleurs, on revient du coup à ce qu'on disait sur le fait que c'est quelqu'un qui vit pour la validation d'autrui, mais ça vient avec un prix, c'est que ça peut venir très vite, mais ça peut aussi très vite repartir. Je pense qu'on a fait le tour, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, je pense que là, on a une bonne compréhension de ce rapport qui est assez ambivalent finalement, parce que faut quand même rappeler que Taylor Swift, faut pas la plaindre, elle a toujours dit qu'elle voulait être connue, c'était son rêve. Elle a toujours dit qu'elle était ravie d'être connue, mais ça vient avec un prix quand même. Et ce prix, elle le partage à travers de ses chansons, comme à peu près tout ce qu'elle ressent finalement.
Et c'est aussi un joli pied de nez à toutes les personnes qui disent que Taylor Swift, elle écrit que sur ses anciens chéris. Eh bien non, elle écrit sur plein d'autres sujets et on va voir ça ensemble parce qu'on a vraiment plein de thématiques à voir dans ses chansons sur toute sa discographie parce que maintenant on a la chance d'avoir 11 albums, donc on peut largement toucher plein de sujets. Ouais, d'ailleurs, tu parles de 11 albums et d'ailleurs, c'est finalement grâce à sa célébrité que Taylor Swift a pu faire les Taylor's Version. C'est grâce à ça que le public l'a suivi dans cette entreprise-là et a rendu leur lettre d'or à des albums qui lui avaient été, entre guillemets, dérobés. Et ça, c'est aussi un gros impact de sa célébrité, donc ça n'a clairement pas que du négatif. Oui, bah au début, quand elle a lancé le projet, elle pensait pas que ça serait autant suivi d'ailleurs, je crois. Donc, ouais, je pense qu'elle l'espérait, mais ça a pris une ampleur qui était vraiment dingue. Et ça, grâce à l'influence qu'elle a. Et on n'a même pas abordé dans cet épisode l'influence économique et politique qu'elle a, mais qui est aussi énorme et qui est aussi liée à sa célébrité. Mais c'était pas vraiment le sujet de l'épisode. Aujourd'hui, on voulait plutôt parler de ses chansons, puisque c'est ce qui est le plus important. Bah, on espère que cet épisode vous a plu et que du coup, vous allez pouvoir réécouter ces chansons peut-être avec des autres oreilles. En tout cas, si vous avez d'autres thématiques que vous souhaiteriez qu'on aborde, eh ben, n'hésitez pas à nous le dire parce que moi, j'ai bien aimé cet exercice. Ça a répondu à mon esprit synthétique. Et puis, on est toujours très heureuse de faire ces épisodes. Si vous pouvez faire un petit truc pour nous, si vous avez une copine Swiftie qui n'est pas au courant de notre podcast, eh ben, partagez-lui. Ça, on sera trop contente. Ouais, on est toujours ravis de pouvoir échanger avec encore plus de Swifties. Donc, si les épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt, ciao! Et voilà, c'était encore une belle journée pour parler de Taylor Swift dans notre podcast 13. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Instagram @13.podcast. Vous pouvez également nous écrire pour nous proposer des idées d'épisodes, des chansons analysées ou d'autres théories. Et d'ici là, à bientôt les Swifties. My lucky number is 13.